Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce. Je vous le rappelle, nos podcasts sont gratuits afin de préserver cette gratuité. N'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. Contre un don, vous recevrez un abonnement de 3 mois, de 6 mois ou d'1 an au magazine Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Olivier Viavorca, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Faut-il vous présenter? Vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Paris-Saclay, grand spécialiste de la résistance. Je vous ai d'ailleurs déjà reçu afin de faire 3 cours d'histoire sur la résistance que nos auditeurs peuvent retrouver dans nos archives. Et vous venez de publier chez Perrin une histoire monumentale, une histoire totale de la Seconde Guerre mondiale. Un ouvrage bien évidemment qui fera date. Pourquoi cette histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, Olivier Viavorca? Alors l'idée est venue des éditions Perrin, ce n'est pas moi qui ai en fait initié le projet, mais j'y ai très vite adhéré, tout simplement parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'histoire globale de la Seconde Guerre mondiale. En fait, on a des histoires très souvent militaires, qui sont des classiques. Je pense par exemple à la très belle histoire de Basil Lidl-Hart. On a aussi des livres qui tiennent plus du manuel. Mais en France, au fond, il n'y avait pas de très grande synthèse sur la Seconde Guerre mondiale. Et de mon point de vue, c'était dommage. Dommage d'autant plus que Grantin, l'Asie est très souvent ignorée. Et j'ai eu à cœur d'accorder au théâtre asiatique, enfin Asie-Pacifique, la part éminente qui lui est due, et que d'autre part, je pense que ce qui est intéressant dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est comment tout un ensemble de sphères, de domaines, eh bien au fond sont corrélés, fonctionnent ensemble. Il fallait lier la pluralité des paramètres? Voilà, il fallait lier la pluralité des paramètres, comme vous le dites, à savoir l'économie, à savoir la Shoah, à savoir la manière de combattre, à savoir la stratégie. Donc j'espère bien entendu que les aficionados de l'histoire militaire ne seront pas déçus, mais il n'y a pas que de l'histoire militaire, il y a aussi de l'histoire économique, de l'histoire sociale, de l'histoire culturelle, ce qui me paraît extrêmement important pour comprendre la Seconde Guerre mondiale, non seulement dans sa diversité, mais aussi dans sa complexité. On est vraiment surpris de voir qu'il existe encore de très très nombreuses légendes et de nombreux mythes autour de la Seconde Guerre mondiale. Oui, ce qu'il y a d'absolument incroyable, c'est au fond que les propagandes ont bien travaillé. Et les propagandes, eh bien, elles font encore sentir leurs effets bien après que les canons se sont tus. Dans les mythes les plus vivaces, l'idée que Rommel est un grand chef de guerre, l'idée que le Japon a capitulé à cause d'Hiroshima, l'idée au fond que telle bataille a été une bataille décisive. Alors on pourrait ici faire une liste, Midway, bataille décisive, Stalingrad, bataille décisive, bataille du Cap Bon en Tunisie, bataille décisive, mais on voit que toutes ces batailles décisives n'ont absolument pas abouti à un effondrement, contrairement par exemple à Waterloo. Là, au contraire, après Stalingrad, nous sommes en février 1943, et bien il va falloir encore plus de 2 années pour que le Reich dépose les armes. Il faut presque 1 année après le débarquement en Normandie et le déclenchement de l'opération Bagration sur le front de l'Est pour que, au fond, l'Allemagne nazie capitule. Dès les premières lignes de votre ouvrage, vous revenez sur la fameuse thèse de Taylor qui remettait en cause la responsabilité unique d'Hitler. Au fond, la thèse que défend cet historien britannique, qui est un historien extrêmement sérieux, on n'est pas du tout dans une histoire, comment dirais-je, provocatrice ou une histoire du dimanche. Cet historien très sérieux disait qu'au fond, eh bien, cette Seconde Guerre mondiale résultait de malentendus. Et que si on avait essayé de mieux comprendre Adolf Hitler, on aurait pu au fond dégager un terrain d'entente et la Seconde Guerre mondiale n'aurait pas éclaté. Cette thèse n'a reçu absolument aucun écho, sinon, je crois, un silence poli de la part des collègues, tant les responsabilités d'Adolf Hitler et, il faut le dire aussi, de l'Allemagne apparaissent écrasantes.
Ce que je veux dire en d'autres termes, c'est que il y a tout un débat autour des causes de la Première Guerre mondiale. Un débat qui souligne l'aveuglement, le poids des alliances, les causes profondes et les causes immédiates, et qui au fond tend un peu à pondérer les responsabilités qui, je le rappelle, avaient été très fortement mises sur le dos de l'Allemagne par l'article 231 du traité de Versailles. Là, en revanche, me semble-t-il, dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a absolument aucun doute. L'Allemagne nazie et Adolf Hitler sont les responsables de l'embrasement en Europe. Les militaires japonais sont les responsables de l'embrasement en Asie. La Seconde Guerre mondiale, aurait-elle pu être évitée ? Voilà un sujet d'Uchronie qui n'est pas sans intérêt. Peut-être, mais, et c'est là où Taylor nous invite à réfléchir, il faudrait, ou il aurait fallu, comprendre les rationalités de l'autre. Or, on voit ici qu'il y a des rationalités. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que Hitler n'est pas fou. Hitler ne mord pas la moquette quand il est mécontent. Voilà, donc il raisonne. Les militaires japonais raisonnent. Mais comprendre la rationalité de l'autre est extrêmement compliqué. Et de ce point de vue, ce que l'on peut dire, c'est que tout un ensemble de décisions ont été contre-productives parce que la rationalité de l'autre n'était pas comprise. Je vais donner un exemple. Le fait, par exemple, de garantir l'indépendance de la Pologne, ce que la France et la Grande-Bretagne promettent à Varsovie, eh bien, va en fait précipiter la guerre, tout simplement parce que Staline va être furieux de cette mesure qu'il considère au fond comme un acte contre l'Union soviétique, un acte d'agression contre l'Union soviétique qui va le précipiter dans les bras d'Adolf Hitler, la signature du pacte germano-soviétique, donc le 23 août 1939. De même, ce qu'il y a de tout à fait intéressant, c'est que les sanctions américaines décidées pour faire plier le Japon vont avoir un effet contre-productif, tout simplement parce qu'elles prouvent aux yeux de l'état-major que, au fond, les États-Unis veulent étrangler le Japon. Et donc, ce qui est vécu du côté de Washington comme l'idée de mettre un coup d'arrêt à l'expansionnisme japonais est au contraire considéré comme un adjuvant, comme un aiguillon pour poursuivre cette guerre de conquête du côté japonais, du côté de Tokyo. Alors je vais revenir sur les causes, parce que j'entends ce que vous dites, mais je souhaiterais vraiment justement qu'on replace ce conflit dans ses origines. Est-ce qu'on doit penser les causes de ce conflit dans le traité de Versailles ? Vous le citiez, le fait que l'Allemagne est considéré avoir reçu un coup de poignard dans le dos. Est-ce qu'on doit penser ce conflit sur le temps long, comme le fera, par exemple, un général de Gaulle, qui estimait, lui, que la guerre a été une forme de guerre de 30 ans ? Alors, de mon point de vue, le traité de Versailles, bien entendu, va créer des injustices, va créer du ressentiment. Ce qu'il y a d'intéressant dans le traité de Versailles, et les traités annexes, traité de Trianon, traité de Sèvres, c'est que ces traités n'ont pas toujours créé de la frustration. Lorsque l'on voit, par exemple, la position de la Turquie va s'accommoder du traité de Versailles. Le traité de Versailles à l'égard de l'Allemagne n'est pas plus sévère que le traité de Francfort qui avait été imposé à la France vaincue en 1871. Bon, donc, ce traité de Versailles, bien entendu, a des aspects qui sont tout à fait contestables, mais ces aspects contestables ont été instrumentalisés par un certain nombre de puissances pour précisément justifier leur expansionnisme, exploiter, instrumentaliser le ressentiment des populations, alors que, au fond, il aurait été possible de s'accommoder du traité de Versailles, à telle enseigne d'ailleurs que la question épineuse des réparations, eh bien, elle est quand même énormément amortie par l'aide que les Américains fournissent à l'Allemagne par les deux plans de 1924 et de 1929. Donc, de 1928. Donc, incontestablement, si vous voulez, ce traité de Versailles comporte des clauses qui peuvent irriter, qui peuvent susciter du ressentiment, mais dans le même temps, je crois qu'il est vain de faire de ce traité de Versailles le Deus ex machina de la Seconde Guerre mondiale. Alors, dans un autre registre, puisque nous avons évoqué la responsabilité d'Hitler qui était remise en cause par Taylor, est-ce qu'on peut établir une continuité entre Guillaume II et Hitler ? Alors, c'est bien dommage,
ce que pensent beaucoup d'hommes politiques de l'époque. Au fond, Hitler n'est qu'un avatar de Guillaume II. Au fond, c'est un nouvel empereur. Au fond, il y a une nouveauté radicale dans le nazisme. Cette nouveauté radicale par rapport à Guillaume II, c'est quand même une composante raciale qui est fondamentale. On ne peut pas comprendre la Seconde Guerre mondiale sans comprendre la question que la race occupe dans l'idéologie nazie, mais même dans une certaine mesure dans l'idéologie militariste japonaise. Donc il y a cette question de race qui me paraît absolument fondamentale. Et l'autre élément qu'il faut souligner, c'est que cette guerre qui va être déclenchée par le régime nazi, eh bien, s'inscrit aussi dans un paradigme totalitaire. Le régime impérial allemand n'est pas un régime totalitaire. Le régime nazi est un régime totalitaire. Et du coup, le totalitarisme nazi va modeler, au fond, aussi la manière dont la Seconde Guerre mondiale est menée. Est-ce que dans les causes, on peut dire que la peur d'engager le fer, le pacifisme de l'Angleterre et de la France, voire la naïveté domine ? Alors, on peut le souligner. Mais j'avoue que depuis la guerre en Ukraine, je pense qu'il faut être quand même moins sévère, non pas avec Chamberlain, qui est un être, donc qui est le Premier ministre britannique, qui est un être extrêmement arrogant, extrêmement fat, extrêmement prétentieux, mais pour Daladier. Daladier, au fond, quelles sont ses marges de manœuvre ? Il est clair que ni la population britannique, ni la population française ne veulent la guerre. Soulignons d'ailleurs que le peuple allemand ne la veut pas. Il pense en 1939 que cette guerre lui est imposée. Donc je ne dis pas que les Allemands ont raison, mais je dis que c'est la manière dont les Allemands, Nicolas Stargart, un historien britannique l'a montré, c'est la manière dont les Allemands le perçoivent. Donc nous avons des hommes politiques, Daladier et Chamberlain, qui ont une opinion publique qui n'est pas prête à la guerre, qui pensent qu'en donnant des morceaux de viande aux fauves, on peut l'apaiser, qui n'ont pas non plus un outil militaire performant. Donc, avec ces deux données absolument majeures, plus l'incompréhension profonde de ce qu'est le nazisme, avec ces trois paramètres, il est évident qu'on n'entre pas en guerre. Bon. Et de ce point de vue, je reviens sur la Crimée. Lorsque l'on a affirmé que l'annexion de la Crimée s'était déroulée dans un silence coupable, ce qui est vrai, mais est-ce que les Français, est-ce que les Britanniques, est-ce que les Américains étaient prêts à monter au front pour sauver la Crimée ? Voilà la question qui se pose donc il y a maintenant presque une vingtaine d'années, et voilà la question telle qu'elle se pose en 1939. Vous montrez que l'appeasement, qui est, j'allais dire, une des cartes jouée par Londres et Paris. Londres et Paris jouaient la carte, le binôme désarmement-sécurité collective, appeasement, mais aussi une panoplie d'alliances. Vous montrez que l'appeasement ne possède pas la même signification des deux côtés de la Manche. Non, tout à fait. Du côté français, l'appeasement est une manière, au fond, de retarder les échéances et de pouvoir placer le pays en ordre de bataille. Et c'est l'idée de Daladier. On va gagner du temps, on va acheter du temps avec l'appeasement. Et de fait, il faut souligner que Daladier et son successeur, Paul Reynaud, vont mettre les bouchées doubles. Après, d'ailleurs, l'effort de réarmement, ce que l'on oublie trop souvent, entamé par Léon Blum en 1936. Côté britannique, au contraire, l'appeasement est sincère. C'est-à-dire que lorsqu'on demande à Chamberlain, mais au fond, pourquoi vous jouez cette carte ? Eh bien, il répond, parce que je veux la paix. De toute façon, je crois que le problème est assez vite réglé, c'est que les démocraties veulent tout faire pour avoir la paix, et l'Allemagne veut tout faire pour avoir la guerre. Est-ce qu'on peut dire que en 1936, si les Français avaient réagi lors de la remilitarisation de la Rhénanie, faisant un peu d'Uchronie, est-ce que le sort aurait été différent ? Bien évidemment, si la France et la Grande-Bretagne étaient intervenues, d'une part, l'Allemagne n'avait absolument pas les moyens de riposter à une attaque française et britannique, mais il est clair également que le caractère un peu magique de la politique nazie, d'un régime qui réussit à endiguer le chômage, qui réussit également à réviser le traité de Versailles sans qu'aucun coup de canon ne soit tiré, eh bien il est clair que ce caractère un peu magique du régime nazi se serait dissipé. Donc oui, la Rhénanie a été une occasion manquée,
Mais, je le répète, est-ce que Daladier était prêt à prendre le risque? Est-ce que les responsables politiques de l'époque étaient prêts à prendre ce risque? Non. Ils étaient d'autant moins enclins à prendre ce risque. Il y avait des élections. Qu'il y avait des élections, et que, bien entendu, on n'engage pas un pays dans la guerre lorsqu'on est en fin de mandat. La France avait la supériorité militaire à l'époque? Parce qu'on se dit 1936-1939, ce sont 3 petites années. Quelle différence entre 1936 et 1939? Oui, vous avez raison. La France avait certainement la supériorité militaire en termes d'effectifs. Et l'Allemagne n'avait pas encore l'outil militaire dont elle disposera en 1939. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse. Le calcul de Daladier n'était pas sans fondement, l'idée de gagner du temps pour réarmer, mais ce temps a été également instrumentalisé par Adolf Hitler pour parfaire, peaufiner son outil militaire. Donc l'appeasement a été aussi un élément positif pour le régime hitlérien. Alors, c'est une question que nous avions évoquée avec Mauricio de Serra dans sa biographie de Mussolini, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la France et l'Angleterre ont souhaité chercher un modus vivendi avec l'Italie fasciste. Oui, bien sûr, vous avez, et ceci inspire des pages extrêmement sévères dans les mémoires de Paul Reynaud, vous avez l'idée qu'on va pouvoir s'entendre avec l'Italie. Et vous avez ce mirage de l'alliance avec l'Italie. Ce n'est pas totalement absurde quand on regarde un petit peu le temps long. D'abord, l'Italie s'était rangée aux côtés de la France et du Royaume-Uni en 1915. Vous avez par ailleurs dans les cercles dirigeants une certaine francophilie ou une certaine anglophilie. Il faut se rappeler également que lorsque Hitler avait menacé de réaliser l'Anschluss, c'est-à-dire d'annexer l'Allemagne en menant un putsch contre le chancelier Dollfuss, Mussolini avait ostensiblement massé des divisions sur le col du Brenner. Donc vous avez cette opposition traditionnelle entre l'Italie d'une part et l'Allemagne de l'autre, d'autant que vous avez des intérêts divergents, notamment en Europe danubienne. L'Italie se prétend volontiers, pose volontiers en protectrice de ces pays, ce que l'Allemagne, bien entendu, récuse. En revanche, entre 1933-1934 d'une part et 1936-1937 de l'autre, eh bien de l'eau ont coulé sous les ponts du Tibre. En fait, ce qui s'est produit, c'est que, comme vous le savez, l'Italie a agressé l'Éthiopie et qu'elle a été sanctionnée à la fois par la Société des Nations, la SDN, et par la France et la Grande-Bretagne. Et à partir de ce moment-là, les ponts sont dans une certaine mesure coupés. Une entente aurait-elle été possible? Peut-être, si vous aviez eu, au fond, un nouveau partage colonial. Si la France et le Royaume-Uni avaient accepté, au fond, sans doute, de partager une partie de la sphère méditerranéenne. Mais je crois que ni pour Londres, ni pour Paris, cette hypothèse était à l'ordre du jour. Et donc, l'entente n'était pas possible. Quand on voit les déboires qu'a apporté Mussolini, on peut peut-être se féliciter que l'Italie n'ait pas été alliée des démocraties. Mais ceci est une autre histoire. Alors, vous montrez bien, et cela fait partie un peu des mythes de cette puissance hitlérienne, Hitler, sur le plan diplomatique, n'est pas si bien placé que cela. Je ne vais pas dire qu'il est quasi seul, mais presque. Oui, vous avez raison, il est quasi seul. On a au fond une sorte de French ou English bashing en disant « Regardez, ces diplomates sont nuls, ces diplomates ont été menés vraiment par le museau. » Bon, oui, bien évidemment. En revanche, il faut voir que l'Allemagne est très isolée sur le plan international. Sur qui peut-elle compter? L'Italie, bon, mais c'est quand même pas un allié de premier plan. Le Japon, mais le Japon est très loin. Et il faut bien souligner que c'est une alliance de façade, car jamais, au fond, ni le Japon ni l'Allemagne ne vont mener la même guerre. La seule possibilité qui aurait été possible, qui eût été possible, eût été que le Japon attaque l'Union soviétique au moment où l'Allemagne nazie lance l'opération Barbarossa. Mais le Japon ne veut pas s'attaquer à l'ours russe, car il a eu quelques déboires dans les années 30. Il a mené deux attaques qui se sont soldées par de cuisants revers. Donc, au fond, qui défend l'Allemagne nazie? Qui est aux côtés de l'Allemagne nazie?
Personne, avant l'Union soviétique, et certainement pas des États-Unis. Alors il y a cette alliance, enfin ce pacte germano-soviétique qui, au fond, est un pacte très rationnel, et cette rationalité a totalement échappé, là encore, à l'Angleterre et à la France. Oui. Ils n'imaginaient pas que de tels frères ennemis puissent s'entendre. Non, ce qui est assez amusant, puisque en fait, les diplomates vous expliquent qu'il faut mener la politique des intérêts, de l'intérêt de l'État qui est le vôtre. Donc, il faut avoir une approche pragmatique, une approche rationnelle. Donc, en fait, vous avez eu une forme d'aveuglement idéologique. On se disait que jamais la peste brune et la peste rouge ne pourraient s'allier. Et pourtant, c'est ce qu'il advint. Mais il faut souligner que les Britanniques et les Français ont été d'une maladresse insigne. Parce qu'au fond, ils veulent une alliance, mais une alliance grand 1 qui ne présente quasiment aucun intérêt pour Staline. Qu'est-ce qu'on va lui donner ? Et le second élément, c'est que au fond, cette alliance avec l'Union soviétique, eh bien, les Français et les Britanniques n'y mettent même pas les formes. Je veux dire, les négociateurs nommés, notamment du côté britannique, sont des seconds couteaux. C'est pas du tout les chefs prestigieux. Ils arrivent en bateau, donc le trajet prend un temps infini. Et puis surtout, l'élément fondamental, c'est que, au fond, accepter une alliance avec la France et le Royaume-Uni signifiait pour Staline la guerre, ce dont il ne voulait pas à l'époque, alors que un accord avec l'Allemagne garantissait la paix et de solides dividendes, notamment en Pologne. Est-ce qu'il faut revoir notre perception de la politique anglaise vis-à-vis du Reich au moment de l'embrasement ? On voit d'ailleurs dans le film sur Churchill les heures sombres que des Anglais dans les plus hautes sphères veulent continuer de négocier avec Hitler. Oui, vous avez incontestablement un camp de la paix, et l'un des meneurs de ce camp de la paix est bien entendu Halifax, le ministre des Affaires étrangères. Donc vous allez avoir incontestablement un désir de paix. Là, de ce point de vue, les grands hommes font parfois l'histoire, et c'est bien évidemment grâce à Churchill que le camp de la guerre l'emporte, bien heureusement. Bien heureusement, parce que cette politique menée jusque-lors était véritablement une politique d'aveuglement. Nous allons nous plonger dans une question de sémantique. La Seconde Guerre mondiale a-t-elle eu lieu ? Alors, il ne s'agit pas ici de remettre en cause l'existence, bien évidemment, la réalité du conflit dans une perspective déconstructiviste, non, mais d'abord de nuancer l'expression de Seconde Guerre mondiale. L'expression n'est pas si évidente que cela, selon les pays et les continents. Oui, vous avez entièrement raison. Le terme de Seconde Guerre mondiale, qui nous paraît à nous Français de 2023 totalement évident, n'est pas une expression qui s'est imposée dans le monde entier encore aujourd'hui. Les Japonais, par exemple, parlent de guerre du Pacifique. Les Chinois parlent également de guerre contre le Japon. Même les Français, d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous parlez à vos grands-parents ou à vos arrière-grands-parents, ils parleront de l'occupation, ils parleront de la libération, ils parleront plus rarement de la Seconde Guerre mondiale. Le terme de Seconde Guerre mondiale, en fait, est utilisé principalement par Roosevelt, par Hitler et par Churchill, et notamment par Churchill après la Seconde Guerre mondiale. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que ce terme qui nous paraît totalement évident mérite que l'on s'y attarde, mérite que l'on réfléchisse à sa portée, parce que par Seconde Guerre mondiale, on entend au fond une forme d'universalisme de la Seconde Guerre mondiale. Et je ne suis pas certain que les peuples vivent aujourd'hui en termes mémoriels la Seconde Guerre mondiale comme une guerre mondiale. Ils voient beaucoup plus du côté japonais la guerre en Asie, du côté chinois la guerre contre le Japon, etc. Et ceci est important parce que cela veut dire qu'il est très difficile de construire une histoire, une mémoire, commune. Tant les ressentiments, les vécus, les expériences et les mémoires sont d'abord et avant tout, je crois, nationales. Et c'est un élément qui me paraît extrêmement important. Donc il y a autant d'histoires de la Seconde Guerre mondiale qu'il y a de pays ayant participé à ce conflit ? Sans doute. Alors, bien entendu, on peut insister sur la réconciliation franco-allemande qui va faire que l'on va avoir peut-être un regard en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, européen sur cette Seconde Guerre mondiale.
Mais je pense que majoritairement, pour un Polonais, pour un Chinois, pour un Coréen, cette histoire est d'abord et avant tout une histoire nationale. Alors je voudrais ouvrir une parenthèse parce que nous ne l'avons pas dit, mais vous avez fait un travail considérable de recherche à l'étranger. Et cela, c'est un appel aussi aux étudiants. Il faut parler les langues étrangères pour bien connaître les opinions des Anglais, des Américains, des Allemands, des Italiens, etc. Oui, bien évidemment, le fait de fréquenter une historiographie étrangère, des archives étrangères, ouvre les yeux. Je me souviens que lors d'un colloque en Chine, j'étais très surpris quand les Chinois parlaient du front ouest, parce que le front ouest, c'était la Russie, le front est pour nous. Et ça avait effectivement quelque chose de dérangeant. Donc effectivement, oui, il faut absolument ouvrir les fenêtres, s'inspirer des historiographies, des archives étrangères, pour essayer de construire précisément une histoire qui soit une histoire globale, une histoire totale. Au-delà de l'histoire militaire, qui est bien connue, j'ai reçu Jean Lopez à plusieurs reprises à ce micro, l'historiographie évolue beaucoup. Oui, l'historiographie évolue beaucoup. Je pense que l'historiographie évolue beaucoup d'abord sur le front Est, c'est-à-dire que nous sommes quand même bien mieux informés sur le front Est que ce que nous l'étions il y a encore une dizaine ou une vingtaine d'années. Je pense que l'historiographie a énormément progressé sur l'histoire de la Shoah. Il faut se rappeler que le grand historien de l'Holocauste, Raoul Hilberg, a pendant très longtemps prêché dans le désert. Il a d'ailleurs fait une carrière académique extrêmement médiocre. Il est resté dans l'université du Vermont. Hilberg n'a pas été appelé à Harvard ou à Princeton. Bon, donc sur l'histoire de la Shoah, oui, nous sommes de plus en plus et de mieux en mieux informés. De même sur la manière dont la guerre s'est passée en Asie. Et puis les centres d'intérêt se sont aussi, comment dirais-je, ont aussi évolué, se sont aussi déplacés. Je pense que nous portons une attention moins grande, par exemple, aux aspects militaires parfois, et que nous portons une attention beaucoup plus grande aux civils, aux populations, que nous voyons la guerre peut-être beaucoup plus au niveau des hommes qu'au niveau des généraux. Et ceci, c'est peut-être aussi un legs de la manière dont l'histoire de la guerre de 14-18 s'est construite, avec une histoire qui était une histoire bataille, au fond, pendant l'entre-deux-guerres, une histoire à la fois diplomatique et militaire, et une histoire beaucoup plus sociale, économique, culturelle, dans les dernières années, dans les dernières décennies. Et de ceci, bien entendu, nous sommes redevables. Alors je reviens sur ma question sémantique. Est-ce que la Seconde Guerre mondiale a eu lieu ? Guerre mondiale signifie qu'elle n'a épargné aucun continent. Est-ce que c'est le cas ? Alors oui, c'est vrai. En gros, on s'est battu partout, sauf en Amérique. Bon, donc l'ensemble des continents ont été frappés. Mais est-ce que le fait qu'il y ait une guerre, pour aller vite, dans le monde, fait que la guerre soit mondiale ? Voilà, à mon avis, la manière dont il faut poser la question. Et de ce point de vue, je crois que la guerre n'est pas nécessairement mondiale. Quand on regarde, par exemple, du côté de l'Axe, on voit bien qu'il y a des guerres différentes. Le Japon ne mène pas la même guerre que l'Allemagne. D'abord, le Japon a-t-il mené une guerre mondiale ? On peut se poser la question. Jamais le Japon n'a eu une ambition prométhéenne, par exemple, frapper les États-Unis. Le Japon n'a pas voulu frapper l'Europe. Bon. Donc, on voit bien que, pour le Japon, la guerre est une guerre qui se situe sur le théâtre Pacifique-Asie. Point final. D'autre part, autre élément, les Italiens combattent d'abord et avant tout dans les Balkans, avec la Grèce, et sinon en Afrique du Nord. Bien sûr, ils envoient des contingents, d'ailleurs, assez nombreux à l'Est, pour participer à la grande croisade contre le bolchevique, mais ce n'est pas la grande affaire de l'Italie, même si elle est, je le répète, très présente. Vous avez, du côté donc de l'Axe, des guerres en silo, peut-on dire, où, en fait, les théâtres d'opération sont relativement peu connectés. Chacun mène sa guerre de son côté. Alors, bien entendu, le gros éléphant, c'est l'Union soviétique. On aurait pu imaginer que le Japon frappe la Russie. Cela n'a pas été le cas, mais on voit bien que dans des domaines où les Allemands sont experts, je pense par exemple à la guerre sous-marine, ils n'aident absolument pas les Japonais à mener une guerre sous-marine contre les États-Unis. À l'inverse, il faut le souligner, le pré-bail, c'est-à-dire toute l'aide américaine expédiée à l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut rappeler, nous avons cette image, au fond, des convois. Ces convois avec de la neige, de la glace, et puis qui arrivent au nord. Mais en fait, les convois ne correspondent qu'à 25%
de l'aide américaine. 25% passent par la mer Caspienne et le golfe Persique, et donc transitent par l'Iran, mais 50% passent par Vladivostok. Jamais les Japonais n'ont attaqué un transport, ce qui rend bien évidemment les Allemands, fous. Donc on voit bien ici qu'il n'y a pas de coordination au niveau stratégique entre le Japon et l'Allemagne et l'Italie. Côté allié maintenant, alors bien entendu on célèbre à grand son de trompette la Grande Alliance. La Grande Alliance, bon. Donc c'est vrai déjà que vous avez une grande alliance entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. C'est vrai, même si vous avez, nous pourrons y revenir, quelques nuances de gris. Mais entre l'Union soviétique d'une part et les Anglo-Américains de l'autre, il n'y a aucune coordination stratégique. Staline se borne à promettre une synchronisation. En d'autres termes, il promet que lorsque le débarquement se produira, juin 1944, il déclenchera une opération à l'Est pour éviter que l'Allemagne nazie ne translate des effectifs du front Est vers le front Ouest. Il tient parole. De même, il promet que 3 mois après la capitulation de l'Allemagne nazie, il attaquera le Japon, mais il n'y a pas de coordination stratégique, il n'y a pas de réflexion stratégique commune. Autre élément à mentionner, la Chine. La Chine nationaliste qui quand même supporte le gros de la guerre en Asie. Il faut rappeler quand même que les Japonais se battent en Chine. Bon, eh bien jamais la Chine n'est appelée à donner son avis sur la stratégie. Et puis, le président Roosevelt va nommer comme chef d'état-major de Chiang Kai-shek, le chef de la Chine nationaliste, un général américain qui méprise souverainement Chiang Kai-shek, qu'il surnomme la cacahuète, the peanut. Et donc, la Chine n'a absolument pas voix au chapitre. Mais c'est aussi le cas de l'Australie, du Canada, de l'Afrique du Sud, qui aident le Royaume-Uni. Et ils ne sont absolument pas représentés dans les grands comités stratégiques qui unissent les Américains et les Britanniques. Donc de ce point de vue, guerre mondiale, oui, parce qu'elle frappe les continents, mais guerre mondiale avec l'idée, si vous voulez, que vous avez au fond une unité d'action, une communauté de points de vue stratégiques, non. Si la guerre devient mondiale, c'est à partir de 1941 ? Alors, c'est une très bonne question parce que vous avez toute une littérature qui essaye de remettre en cause la chronologie. Bon, alors, si vous voulez, il ne faut pas se faire d'illusions. Nous sommes ici dans une histoire où les historiens veulent essayer de se démarquer par leur originalité. Donc l'une des originalités, c'est de dire vous pensez que la guerre a commencé en 1939 ? Pas du tout. Elle a commencé non pas en Europe, mais en Asie, et en 1937, date où effectivement vous avez une confrontation entre le Japon et la Chine, voire en 1931, date à laquelle le Japon annexe de facto la Mandchourie chinoise, pour créer un État fantoche, le Mandchoukouo. Je crois que ça, c'est une illusion profonde, parce que précisément ce qu'il y a d'intéressant dans la guerre en Chine, c'est que les Japonais veulent que cette guerre soit localisée. Ils ne veulent surtout pas l'étendre. De même, les États-Unis ne veulent pas intervenir, puisque, au contraire, la politique de sanctions vise à éviter la guerre. Donc, vous le voyez, dire que la Seconde Guerre mondiale est née en 1931-1937, pour moi, c'est un contresens. Elle ne devient mondiale, et vous avez raison de le souligner, en 1941, tout simplement parce que l'Union soviétique va entrer dans la danse, et parce que le Japon va également entrer en guerre. Soulignons, ceci dit, que même l'Union soviétique ne mène pas une guerre mondiale, elle mène une guerre européenne, hormis à l'extrême fin de la période, lorsqu'elle déclenche la guerre contre le Japon en août 1945. Est-ce qu'on peut dire que cette guerre a des motifs idéologiques ? Alors, bien entendu, elle a des motifs idéologiques, on a des idéologies fortes, le nazisme, mais dans le même temps, on voit bien que c'est une guerre qui est à la fois classique et nouvelle. C'est une guerre classique dans la mesure où c'est une guerre qui a d'abord et avant tout un fondement national. Et donc que les puissances expansionnistes, l'Allemagne nazie, l'Italie et le Japon, eh bien, visent d'abord et avant tout à étendre leur territoire à une époque où le territoire est considéré comme un facteur de puissance. Donc cette idée nationale est très forte. Bien évidemment, l'idéologie est très, très puissante dans la mesure où elle va colorer
cette guerre de conquête, cette guerre d'annexion, de motifs racistes, anticommunistes, antisémites, et déboucher sur des monstruosités barbares que la Shoah suffit à résumer, mais il faut aussi souligner que vous avez beaucoup de barbarie du côté japonais. Donc oui, il y a des éléments idéologiques qui sont présents, mais le nationalisme, au sens large du terme, est très puissant. Et de ce point de vue, il est intéressant de constater que les communistes, qui auraient pu présenter la guerre comme une guerre des peuples contre le capitalisme, qui auraient pu présenter la guerre comme le moyen de faire la révolution, eh bien, les dirigeants communistes se replient sur l'idéologie nationale. C'est le sens, bien entendu, du célèbre discours de Staline le 3 juillet 1941, où il renoue avec un nationalisme de la plus belle eau, mais c'est également le cas des maoïstes, parce que, au fond, Mao va défendre l'idée que ce sont bien les communistes qui sont les meilleurs défenseurs de la nation chinoise. Et donc, cette imbrication du nationalisme et du communisme en Chine est un élément tout à fait puissant. Mao se présente beaucoup plus, au fond, comme un nationaliste que comme un communiste. Donc ce sont les intérêts nationaux qui prévalent ? Oui, je crois que ce sont les intérêts nationaux qui prévalent. Alors, ces intérêts nationaux qui prévalent peuvent se teinter d'une forme d'universalisme. Je pense que dans l'esprit de Roosevelt, et là, pourquoi ne pas le créditer d'une sincérité ? Ce qui est bon pour l'Amérique est bon pour le monde. Donc il y a cette forme que certains pourraient caractériser, pourraient taxer de naïveté, que, au fond, tout ce qui fait le fondement des États-Unis, la démocratie libérale, le libéralisme économique, les échanges internationaux, sont bons pour le monde. Mais bien évidemment, c'est une idéologie qui, sous ses dehors universalistes, est une idéologie qui sert aussi les intérêts des États-Unis. De ce point de vue, d'ailleurs, il faut souligner que la faiblesse idéologique est très vivement ressentie par les Britanniques et les Américains, qui s'interrogent sur les couleurs à donner à leur propagande. Qu'est-ce qu'on peut vendre, au fond, au peuple pour les faire rêver ? Et les responsables de la propagande constatent, à leur grande tristesse, qu'ils ne peuvent pas proposer grand-chose. Vous avez tout un ensemble de textes, je pense par exemple au discours sur l'état de l'Union de Roosevelt, qui promet les quatre libertés. Je pense également à la charte de l'Atlantique. Mais la charte de l'Atlantique ne fait pas rêver en Europe. Elle fait rêver, il est vrai, en Afrique et en Asie, et va être un élément sur lequel les nationalismes africains et asiatiques, très désireux d'obtenir leur indépendance, vont s'appuyer. Les nationalistes vont invoquer la charte de l'Atlantique pour justifier et légitimer leur combat. Mais dans le même temps, les propagandistes, je le répète, se disent que c'est quand même un peu faiblard pour mobiliser, mais de ce fait, ont-ils besoin d'injecter de l'idéologie alors que l'oppression que font régner les Japonais, les Allemands et les Italiens est forte. Au fond, pour un Français, on n'a pas besoin de lui expliquer pourquoi entrer en résistance, tout simplement parce que l'occupation suffit à elle-même à justifier cette entrée dans la résistance. Alors, évoquer la Seconde Guerre mondiale, c'est évoquer bien évidemment les belligérants, mais c'est également évoquer les neutres. Et vous consacrez plusieurs pages à cette neutralité, à ces neutralités, neutralité engagée ou bien neutralité relative. Alors, vous avez des neutralités engagées, c'est-à-dire que un certain nombre de pays affirment... Alors, là, on arrive à des distinguos sémantiques très puissants, parce qu'on peut être neutre ou on peut être non-belligérant. Non-belligérant, cela veut dire qu'on soutient, au fond, un pays, mais qu'on ne déclare pas la guerre. Au fond, la position que certains pays de l'Ouest ont par rapport à l'Ukraine aujourd'hui. Donc, vous avez effectivement ce cas de figure, et l'Espagne, somme toute, incarne assez bien cette posture, qui est au fond une très grande connivence idéologique avec le régime nazi, cimentée notamment par l'anticommunisme, beaucoup plus que par l'antisémitisme, l'idée qu'il faut effectivement engager la grande croisade à l'Est, et donc Franco va aider fortement les Allemands. Et puis vous avez des neutralités relatives qui dépendent au fond, je dirais, à la fois d'un rapport de force et d'opportunité. La guerre, il est très difficile d'y échapper, et d'ailleurs on voit bien que le nombre de neutres tend à décroître au fil du temps, il est très difficile d'échapper à ce maelstrom, mais dans le même temps,
il faut souligner que des pays n'ont pas véritablement le choix. Quelle est la marge de la manœuvre de la Suède en 1941 pour dire à l'Allemagne nazie non, nous restons fidèles aux Anglo-Américains. Cette marge de manœuvre est faible, mais il est vrai aussi que la guerre, elle offre des opportunités en termes de vente, en termes commerciaux, et que ces opportunités, eh bien, les pays les exploitent. Et on le voit bien dans le cas de la Suisse. La Suisse, elle est dans une certaine mesure obligée de commercer avec l'Allemagne, tout simplement parce que tout un ensemble de ses clients ont disparu en raison de la guerre, mais dans le même temps, il est clair aussi qu'elle va faire du business avec les maîtres de l'or. Et puis vous avez des pays qui, par miracle, échappent à la guerre, et dans ces pays, il faut souligner l'importance de la Turquie. Alors la Turquie, on doit reconnaître que c'est pas facile, parce que vous voyez les voisins qu'elle a, notamment l'Union soviétique. Bon, eh bien la Turquie, elle va réussir à maintenir sa neutralité avec une très grande habileté des diplomates qui tergiversent et qui mettent même Churchill en difficulté. Churchill explique aux Turcs qu'ils doivent absolument s'engager dans la guerre, et les Turcs rétorquent à Churchill, mais nous sommes prêts, avez-vous un plan ? Avez-vous des armes ? Et comme Churchill n'a ni l'un ni l'autre, eh bien, il est bien obligé de laisser les Turcs brandir l'étendard de la neutralité. La Seconde Guerre mondiale, nous avons évoqué le nationalisme des pays, les intérêts qui la placent dans le classicisme, au fond, des guerres. Et pourtant, on fait face à un conflit qui n'est pas comme les autres. Non, effectivement, je crois que ce n'est pas un conflit comme les autres. Je crois que ce n'est pas un conflit comme les autres parce que le degré de barbarie, le degré de violence a été d'une intensité rarement connue. Et donc cette intensité, cette violence, elle a frappé non seulement les militaires, mais également les civils, avec non seulement la Shoah, mais tous les massacres que les Allemands, que les Japonais, voire les Italiens ont perpétrés. Vous avez donc eu un degré de violence extrême, y compris d'ailleurs pour les Allemands, lorsqu'ils ont subi les bombardements, qui quand même ont provoqué des milliers de victimes. C'est vrai. Mais de l'autre, dans cet océan d'abomination, vous avez eu aussi des éléments sublimes de courage, d'altérité, d'altruisme. Et ceci, je crois, il faut le souligner. Donc, véritablement, la nature humaine s'est révélée dans ce qu'elle pouvait avoir de plus grand et dans ce qu'elle pouvait avoir de plus abject. C'est un conflit qui s'inscrit dans le présent du monde, la Seconde Guerre mondiale. Alors, on se demandait au début de l'émission si la Seconde Guerre mondiale avait commencé en 31, en 37, en 39, en 41, mais quand est-ce qu'elle se termine ? Quand est-ce qu'elle se termine ? Alors, je crois justement que cette Seconde Guerre mondiale n'est peut-être pas terminée. Elle n'est peut-être pas terminée d'abord dans les têtes. Je le vois de manière très anecdotique. Je reçois quand même un flot mince, mais un flot de courriers de gens qui me disent, voilà, mon grand-père était dans la résistance, aidez-moi, il n'a jamais parlé. Donc, cette guerre, elle est quand même très présente dans les esprits. Mais elle est aussi très présente dans l'esprit des peuples. Vous avez un ressentiment comparable à celui du traité de Versailles, au fond, qui est sous-jacent et qui parfois est instrumentalisé par les pouvoirs en place. On le voit bien, par exemple, en Pologne. On le voit bien en Chine. Les contentieux entre la Pologne, la Russie et l'Allemagne, du point de vue mémoriel, ne sont pas réglés. Je ne suis pas sûr non plus que les contentieux chinois avec le Japon soient réglés. Je ne suis pas sûr que les contentieux coréens avec le Japon soient réglés. Donc vous avez au fond une circulation qui peut être une circulation souterraine de cette mémoire, mais qui reste très vivante et qui peut effectivement s'embraser si des gouvernements peu scrupuleux s'empressent de souffler sur les braises. Vous montrez qu'à la différence de la Grande Guerre de 14-18, pendant laquelle les civils ont soutenu leur gouvernement, eh bien, la société civile, pendant la Seconde Guerre mondiale, bouleverse en quelque sorte ce schéma. Oui, je crois que la grande différence entre la Première Guerre mondiale et la Seconde, c'est que la Seconde Guerre mondiale a posé à tous les peuples et surtout à tous les individus, au fond, des questions de conscience. Pendant la Première Guerre mondiale, enfin, je pense que nous posons tous comme individus la question de « qu'aurais-je fait pendant la Seconde Guerre mondiale ?» Et je pense que nous ne
nous ne posons pas cette question pour la première. Parce qu'au fond, la voie du devoir en 14-18 était relativement simple. Voilà, vous étiez convoqué et vous partiez combattre. Bien sûr, vous avez eu des désertions, bien sûr, vous avez eu des insoumissions, mais tout cela est dans une certaine mesure périphérique. Bien sûr, on pourrait aussi souligner la différence entre la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie, où là, au contraire, on a eu un grand mouvement d'opposition. Mais les questions existentielles, me semble-t-il, sont extrêmement profondes en Europe et en Asie, sans doute moins aux États-Unis. Et ce sont ces questions, précisément, qui démontrent que la Seconde Guerre mondiale est très différente, je crois, de la Première. Vous reprenez une expression de Raymond Aron, « Les hommes font leur histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font ». Oui, tout à fait, parce que, au fond, vous avez des formes d'engagement dont on voit bien que l'addition est au fond supérieure à la somme des parties. Et ce sont ces micro-décisions, au fond, qui vont avoir des effets. Quand vous prenez, par exemple, la naissance de la résistance, c'est souvent des individus qui bricolent, qui n'ont pas du tout l'impression d'être dans la grande histoire. Ça peut être des étudiants. Enfin, d'ailleurs, quand vous regardez la résistance en France, la manière dont elle s'est construite, vous n'avez pas de vedette. C'est vraiment monsieur et madame tout le monde qui décident. Et en même temps, ils vont, à partir de rien, créer quelque chose, créer une dynamique, créer des processus. Donc tous ces éléments, effectivement, montrent que des individus, à leur échelle, dans leur sphère, ont agi et qu'en agissant, ils ont engendré des processus, des dynamiques. Alors j'ai trouvé très intéressant le fait que vous considériez que la Seconde Guerre mondiale va se greffer ou se superposer à des clivages préexistants dans les sociétés, au fond, les conflits sociaux, les conflits raciaux et même politiques. Les sociétés elles-mêmes sont loin d'être unies. C'est-à-dire il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'est que même si la guerre éclate, eh bien, au fond, on a une vie derrière nous, on a une vie aujourd'hui, il y aura une vie demain, mais il est impossible de se projeter. Vous avez entièrement raison. On a l'impression que la Seconde Guerre mondiale, par sa radicalité, au fond, fait du passé table rase, et que les enjeux sont si forts, la violence est si grande, les batailles sont si ardentes qu'au fond, tout disparaît. Non, bien évidemment, cela joue, mais cela n'empêche pas nécessairement des ouvriers britanniques ou américains de faire grève. Cela n'empêche pas éventuellement des femmes aux États-Unis de refuser de gagner le marché du travail. Cela n'empêche pas des députés de mettre, de questionner Churchill et de mettre la question de confiance aux communes, avec l'idée peut-être de le renverser. Donc oui, la vie continue. Donc la Seconde Guerre mondiale, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se surimpose un certain nombre de conflits. Non seulement, alors parfois elle peut les étouffer. Incontestablement, aux États-Unis, au Royaume-Uni, il y a moins de grèves pendant la guerre qu'avant, ce qui veut dire que la conflictualité a diminué, mais dans une certaine mesure aussi, elle peut avoir pour effet d'amplifier, de radicaliser un certain nombre de fractures qui existaient avant la Seconde Guerre mondiale, et je pense par exemple à la fracture coloniale. Il est clair que pour tout un ensemble de peuples coloniaux, la Seconde Guerre mondiale a été un amplificateur de revendications tendant à mener ces peuples sur le chemin de l'indépendance. Après la Première Guerre mondiale, en gros, quel est l'horizon d'attente, je ne sais pas, au Maroc ou en Algérie pour je dirais, la majorité? Ça serait, au fond, une forme soit d'assimilation, soit de reconnaissance. Mais l'indépendance n'est pas nécessairement posée sur la table. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en revanche, la question de l'indépendance est une question vitale, et ce, en Afrique comme en Asie. Cette micro-histoire renouvelle l'historiographie, notre perception aussi de ce conflit? Oui, vous pouvez avoir des micro-histoires qui sont tout à fait révélatrices d'enjeux ou de problèmes. Je pense par exemple à un ouvrage de ma consoeur Pauline Peretz sur un hôpital noir
qui vise à soigner les hommes de la 92e et 93e division, qui sont des formations noires. Et donc, vous avez au fond un médecin noir qui va faire de cet hôpital un défi pour remettre en cause la ségrégation raciale et montrer qu'au fond, on peut, dans un hôpital noir, soigner mieux que dans un hôpital blanc, et qui, dans une certaine mesure, remporte son pari. Son hôpital est excellent, mais en même temps, on voit bien aussi les limites de l'exercice, puisque cet hôpital est in fine dissous. Donc on voit bien ici, par ce type d'éclairage, au plus près des hommes, au plus près des individus, au plus près des localités, que, eh bien, on a, au fond, un excellent point d'observation pour repérer des évolutions, des processus, des dynamiques. Vous mentionnez que 22% des Allemands ont servi sous les drapeaux. C'est peu et beaucoup à la fois. C'est quand même colossal, hein. Ça veut dire que, vous savez, un Allemand sur 5, alors quand vous éliminez les femmes, quand vous éliminez les enfants, quand vous éliminez les vieillards, ça veut dire qu'on a une expérience de la guerre qui a été une expérience extrêmement partagée par les Allemands. Donc oui, c'est absolument colossal. En revanche, on peut le souligner, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, au contraire, le régime a mobilisé à minima. Donc l'expérience militaire, l'expérience guerrière est beaucoup moins forte aux États-Unis qu'en Allemagne, incontestablement. Et l'URSS, on a l'impression que l'URSS fait figure d'exception, qu'elle cumule en quelque sorte tous les fléaux qui s'abattent simultanément sur le pays. Oui, vraiment, plaignons les Soviétiques, parce que ils doivent d'abord gérer une guerre atroce sur leur territoire, vraiment atroce. Donc, la guerre menée par l'Allemagne nazie et ses alliés est d'emblée perçue comme une guerre d'anéantissement, avec un degré de violence rarement atteint sur le front ouest. Il faut quand même le rappeler. À ceci s'ajoute un régime totalitaire, qui est le régime stalinien. Alors, bien entendu, dans une certaine mesure, le régime stalinien a relâché l'étreinte. C'est le cas, par exemple, sur l'Église. Vous avez une certaine libéralisation, on laisse les individus aller plus facilement à l'Église. Donc, de ce point de vue, incontestablement, vous avez une certaine libéralisation. Mais, dans le même temps, ce régime stalinien a été un régime extrêmement dur. Il a été très dur, d'abord, avec ses déviants. Rappelons quand même que Solzhenitsyn fait l'expérience du goulag pour avoir critiqué dans une correspondance privée le génial Staline. Donc le goulag va se vider pendant la guerre d'une partie de sa population, mais il va se remplir d'une autre partie, les dissidents, et puis également les peuples considérés comme peu fiables, les Allemands de la Volga, les Tatars, etc. Donc le stalinisme a pu dans une certaine mesure se libéraliser, mais il ne s'est pas non plus totalement libéralisé. Donc, le peuple soviétique a vécu une guerre atroce, le peuple soviétique a vécu un régime totalitaire affreux, et le régime soviétique, la population soviétique, a vécu une production de guerre absolument abominable. Parce que ce qu'il faut souligner, et là encore, c'est peut-être contre-intuitif, c'est que l'économie soviétique a été beaucoup plus efficace que l'économie allemande. Staline n'a pas gagné, comme les généraux allemands, autre image de la propagande, parce que l'hiver a été rude. Bon, voilà, vous avez quand même que deux personnes qui ignorent qu'il fait froid en Russie en hiver, c'est Hitler et Napoléon. Bon, donc là, je crois qu'il faut faire lisière de cette image. Donc, vous avez eu une production de guerre qui a été très intelligente, qui en fait s'est centrée sur un certain nombre de matériel et non pas sur une pléthore d'appareils. Donc ils ont pu produire en série, mais le peuple soviétique a été très largement mis à contribution avec des journées interminables de travail, avec des conditions de logement épouvantables, avec des conditions de ravitaillement extrêmement faibles. Bon, donc vous le voyez, cette population soviétique, elle a vécu les duretés de l'occupation, j'ai envie de dire comme en France, mais en pire. Les duretés de la guerre à un degré absolument inconnu pendant quand même 4 années, plus un régime totalitaire. Donc on peut dire vraiment que les soviétiques ont beaucoup souffert. Mais paradoxalement, quand on regarde la littérature, c'est une période bénie. Ce que je veux dire, c'est que vous avez une discussion entre la poétesse Akhmatova et l'une de ses amies qui disent quand même c'est terrible, hein, mais nos amis sont au goulag, cette guerre est absolument affreuse, et pourtant, vous avez eu
peut-être, au moins dans les consciences, l'idée d'abord que se battre était utile, et ça c'est un élément extrêmement important, les soviétiques comprennent le sens de leur combat, et dans le même temps aussi peut-être une certaine liberté. Et c'est ce qui explique, je crois aussi, la force de Stalingrad dans nos imaginaires, parce que l'on voit au fond que c'est pas l'idéologie soviétique, c'est pas l'idéologie communiste qui motive. On voit au contraire que c'est la défense du sol, la défense de la famille, la défense des proches, et puis aussi que beaucoup d'individus, beaucoup d'habitants de Stalingrad, beaucoup de combattants de Stalingrad sont livrés à eux-mêmes, et donc n'attendent pas les consignes du Gosplan ou des états-majors pour combattre. Et donc ce sentiment de liberté a été un sentiment puissant, mais également assez illusoire, qui va créer beaucoup de déceptions au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand tout reviendra comme avant, avec la seconde glaciation stalinienne. Est-ce qu'on a un développement historiographique sur précisément l'Est? Est-ce que cet Est n'est pas, au fond, l'épicentre de la Seconde Guerre mondiale, plus que ne l'est, par exemple, l'occupation française? Oui, bien évidemment. La guerre s'est jouée à l'Est. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la décision, elle a été emportée à l'Est. Je veux dire, si Staline n'avait pas gagné contre Hitler, il aurait été très difficile aux Anglo-Américains de gagner la guerre. Donc oui, c'est l'armée rouge qui a supporté le gros de la Seconde Guerre mondiale. Donc, l'épicentre de la guerre est à l'Est pour cette raison. Mais l'épicentre de la guerre est aussi à l'Est parce que c'est là où le degré de violence et de barbarie a été le plus puissant. C'est quand même à l'Est, en Pologne, qu'ont été installés les centres de mise à mort. C'est à l'Est que vous avez eu ce que l'on appelle, une expression que je n'aime pas beaucoup, la Shoah par balle. Donc tous ces éléments font aussi de l'Est le symbole, le résumé de la Seconde Guerre mondiale dans son caractère le plus tragique et le plus barbare. On va revenir sur la Shoah dans un instant. A contrario, donc par rapport à ce que vous dites sur l'Est, l'Europe, une fois occupée, est faiblement exposée au fond à la guerre. Oui, alors, vous avez bien raison de le souligner. L'Europe de l'Ouest, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas exposée à la guerre. Ce que je veux dire, c'est que, hormis les bombardements, qui, pour donner l'exemple français, commencent véritablement en 1942, vous n'avez pas d'opération militaire sur le territoire ouest européen avant l'intervention en Sicile du 10 juillet 1943, les débarquements consécutifs en Italie et l'opération Overlord. Ce qui veut dire que l'expérience que les Européens de l'Ouest ont vécue est une expérience non pas de la guerre, mais de l'occupation. Et à mon avis, c'est bien évidemment central. Alors venons-en justement à la Shoah. Comment s'inscrit l'extermination des Juifs dans la Seconde Guerre mondiale? C'est la guerre qui banalise la violence? Alors, la guerre banalise la violence, mais en gros, si vous voulez, vous avez eu un grand débat dans les années 80 entre les intentionnalistes et les fonctionnalistes. En gros, ce que les intentionnalistes disaient, c'est que Hitler avait annoncé la couleur des Mein Kampf. Et les fonctionnalistes disaient non, au fond, on a eu un enchaînement de circonstances qui font que. Alors, sans vouloir renvoyer dos à dos les deux écoles, on a énormément progressé sur cette question. Il est clair, si vous le voulez, que Hitler a tracé un cadre mental qui fait qu'effectivement, vous avez une déshumanisation des Juifs et que la guerre, dès la Pologne, il faut le souligner, est considérée comme une guerre d'anéantissement. Donc c'est clair. Mais Hitler n'a pas programmé, dès Mein Kampf, l'extermination des Juifs. En fait, ce que l'on voit, c'est qu'il va y avoir, avant même l'ouverture des centres de mise à mort en 1941, des décisions qui préludent effectivement à la destruction des Juifs d'Europe, pour reprendre la formule de Raoul Hilberg. Donc on a effectivement toute une série d'initiatives qui sont prises sur le terrain et validées ex post par le commandement ou les autorités. C'est le cas par exemple de la mise dans les ghettos d'une partie des populations polonaises, où là les décisions sont effectivement des décisions très locales. Est-ce que les Japonais partageaient une vision raciste de l'histoire ? Alors, les Japonais partagent une vision raciste de l'histoire, oui et non. Parce que vous avez une forme d'ambivalence chez les Japonais. D'une part, les Japonais revendiquent, au fond, dirait Ségolène Royal, leur asiatitude. Donc ils se présentent comme les champions de l'asiatisme contre l'Occident
un Occident blanc. Donc, de ce point de vue, si vous voulez, si vous avez un racisme, ou en tous les cas une hostilité, c'est une hostilité contre le monde blanc, contre le monde occidental. Dans le même temps, les Japonais, d'une part, ne peuvent pas trop insister sur cet anti-occidentalisme pour deux raisons. Un, ils se sont inspirés, à partir de 1868 et de la révolution Meiji, de l'Occident, pour se moderniser. Donc ils ont été à l'école de l'Occident. Donc il est très difficile de renier cet héritage. Et d'autre part, ils sont quand même alliés des Allemands. Donc il est difficile de taper sur l'Occident et sur les Blancs. Par ailleurs, se faisant les champions de la cause asiatique contre le colonisateur britannique ou contre l'impérialisme américain, ils se présentent quand même comme les meilleurs des peuples asiatiques. Un peuple supérieur, un peuple de la race Yamato. Donc, incontestablement, vous avez de la part des Japonais cette idée de supériorité. À telle enseigne que dans par exemple, les dessins animés ou les bandes dessinées, le japonais est toujours plus blanc que les autres peuples. Et donc cette idée de supériorité, vous le voyez, elle est ambivalente, parce que d'une part, les Japonais vont promettre au peuple asiatique leur indépendance, et ils vont tenir parole, parfois. Mais de l'autre, ils les soumettent à un régime d'exploitation qui est un régime d'exploitation véritablement sanguinaire. Alors, j'ai été aussi très marqué par une de vos réflexions précisément sur le racisme, parce que il y a aussi un racisme américain. Et au fond, on a envie de dire, ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre, c'est que les Allemands avaient les États-Unis comme mauvais exemple dans l'extermination des Indiens. Alors, vous avez un racisme américain qui est quand même extrêmement important, et d'autant plus important à rappeler que c'est le peuple qui, logiquement, éclaire le monde. Bon, alors, ce racisme est divers. Vous avez d'abord un racisme anti-noir. Il faut rappeler que la ségrégation reste une réalité. Il faut rappeler que l'armée américaine est une armée ségrégée. Il faut rappeler que les Noirs ont rarement le droit de porter les armes. Les Noirs servent dans des unités de soutien. Bon, et dans la marine, ils vont beaucoup plus servir comme cuistots ou maîtres d'hôtel que comme canonniers. Donc vous avez ce racisme, et ce racisme, si vous voulez, est une réalité tangible pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis vous avez d'autre part un racisme anti-asiatique qui est là alimenté par toute une littérature, Fu Manchu, le péril jaune, qui fait précisément des peuples japonais et même dans une certaine mesure chinois une menace. Bon. À partir du moment où la Seconde Guerre mondiale éclate, vous allez avoir la réactivation de ces stéréotypes japonais, de ces stéréotypes racistes et anti-japonais qui vont être mis au service de la lutte contre l'Empire du Soleil levant. Et les Japonais vont être décrits comme des rats, comme des singes. Et donc vous avez une propagande raciste extrêmement violente, qui n'existe pas dans le cas de l'Allemagne. Je m'explique. Aux États-Unis, vous avez une très forte communauté allemande, mais cette communauté est suffisamment intégrée pour que les propagandistes voient bien que la diabolisation de l'Allemagne, ou de l'allemand comme race, soit extrêmement difficile à mener. En revanche, dans le cas japonais, ils s'en donnent à cœur joie, y compris dans, par exemple, les dessins animés de propagande qui sont projetés sur les écrans américains. Alors je reviens sur l'extermination des Juifs. Vous montrez que la destruction des Juifs en soi était une aberration économique. Alors, oui et non, parce que ça, c'est ce qu'on peut penser, que c'est une aberration économique, dans la mesure où on se dit, mais pourquoi détruire autant d'hommes qui pourraient produire ? Et c'est au fond cette rationalité qu'un certain nombre de dirigeants juifs vont essayer d'exploiter. Je pense par exemple au ghetto de Lodz, où le chef du ghetto, le chef juif du ghetto, va accepter au fond de sacrifier les éléments qui ne peuvent pas produire, les vieux, les jeunes enfants, en se disant que voilà, en maintenant une production et en montrant que cette production est utile, les Allemands vont sauvegarder le ghetto de Lodz. Ce qui est bien entendu une illusion, car l'impératif d'extermination a toujours primé sur tout autre impératif. Ceci dit, est-ce une aberration économique ? Dans des pages glaçantes, Adam Tooze montre que dans une certaine mesure, oui, bien sûr, c'est une aberration, mais que de l'autre, vous avez toujours des flux de juifs qui arrivent.
Et ces juifs qui vont travailler 1 mois, 2 mois, 4 mois, eh bien, ils sont toujours renouvelés, y compris en 1944 avec l'arrivée des juifs hongrois. Donc, en tuant les juifs, Hitler n'a pas nécessairement commis une aberration économique. Il ne s'est pas privé d'une main-d'œuvre qui pourtant lui manquait. Mmh. Alors, on est étonné de voir que Alliés et neutres restent finalement passifs, alors que des informations arrivent dès 1941 sur la Shoah. Je me souviens très bien d'une conversation, j'ai oublié le nom de l'historien, mais qui avait travaillé sur Enigma. Et le fait que tout ce qui est relatif à Enigma, la Shoah représente assez peu, au fond, des informations qui sont échangées, montre, je ne vais pas dire une forme d'insensibilité. Oui, il y a une forme d'insensibilité. Alors, il y a une forme d'insensibilité parce qu'il ne faut pas oublier d'abord qu'aux États-Unis, vous avez des antisémites, y compris dans les cercles rooseveltiens. Donc, c'est un premier élément. Le second élément, c'est que beaucoup de dirigeants pensent que, au fond, la question ne peut être réglée que par la victoire. Et donc, il est inutile de ralentir le processus d'extermination en bombardant les voies ferrées qui mènent vers Auschwitz, voire en bombardant le camp lui-même. C'est inutile. La question sera réglée par les armes. Et puis, autre élément qui peut jouer, certains dirigeants alliés, c'est le cas par exemple, dans une certaine mesure, du général de Gaulle, pensent que, au fond, faire de la lutte contre l'antisémitisme nazi un élément de propagande revient à alimenter la propagande nazie qui affirme qu'il s'agit d'une guerre juive. Et donc, en prenant la défense des juifs, eh bien, on risque au fond d'alimenter cette propagande. Donc tous ces éléments, effectivement, conjugués, ont abouti au fond à une très grande insensibilité à l'égard du sort réservé aux juifs en Europe, alors que, incontestablement, au moins une action propagandiste, voire des actions de bombardement, auraient pu sauver des milliers, voire des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de vies humaines. Alors je renvoie nos auditeurs aux émissions que nous avons réalisées sur la résistance, qui est un des aspects de la société civile. Peut-être une dernière question. Est-ce que la Seconde Guerre mondiale se distingue par le fait, par rapport aux autres guerres, du sort des civils, du sort qui a été fait aux civils? Oui, incontestablement, vous avez entièrement raison de le rappeler. Le sort des civils pendant la Seconde Guerre mondiale n'a rien à voir avec le sort des civils pendant la Première, parce que les civils ont été beaucoup plus marqués par la guerre entre 1939 et 1945, ou 1937 pour la Chine, comparativement à 1914-1918. Vous avez eu véritablement un très lourd tribut acquitté par les civils. D'abord parce que les civils ont dû travailler parfois dans des conditions horribles dans les productions de guerre. Alors, qu'il s'agisse des nationaux, mais qu'il s'agisse aussi des travailleurs forcés. On a quand même des travailleurs forcés en Allemagne qui se comptent en millions. En millions. Mais dans l'Empire japonais, j'insiste bien, Empire japonais, ce que je veux dire, c'est que les Japonais ont peu transféré de main-d'œuvre sur l'archipel lui-même. Par contre, ils ont fait énormément travailler des civils ou des prisonniers de guerre. Tout le monde se rappelle du pont de la rivière Kwai. Et donc là aussi, ça se compte en millions de personnes. Les civils ont également été marqués parce qu'ils ont été pris pour cible. Et là, il faut évoquer naturellement les bombardements qui là ont provoqué des dizaines de milliers de victimes. Et puis les victimes civiles ont été extrêmement nombreuses en raison des politiques antisémites. Je pense ici à la Shoah, quand même 5 à 6 millions de victimes, mais également en raison de la répression déclenchée contre les civils lorsque, par exemple, ils étaient suspectés d'aider les résistants. Et donc la répression en Europe, bien entendu, mais également en Asie, a été une répression absolument terrible. Les Chinois de Singapour, les Philippins, vous avez eu au moment de la libération des Philippines, des dizaines de milliers de victimes civiles philippines qui ont été froidement massacrées par les Japonais. Donc oui, la Seconde Guerre mondiale se distingue des autres guerres par ce tribut très lourd acquitté par les civils. Churchill disait que cette guerre était une guerre qui avait été inutile. Alors on se doute que toutes les guerres sont inutiles ou peuvent paraître inutiles par pacifisme. Que signifiait par là Churchill ? Eh bien j'avoue que je n'ai pas très bien compris. Que voulait-il dire ? Je pense qu'il voulait dire que c'est une guerre qui aurait pu être évitée.
Et effectivement, si les démocraties avaient compris la nature du nazisme et n'avaient pas, au fond, mené une politique d'appeasement et d'abandon, bien évidemment, cette guerre n'aurait pas eu lieu. Et ça, je crois que la manière dont cette marche à la guerre a été scandée le démontre bien. Mais sinon, guerre inutile, c'est là où je comprends mal Churchill. À partir du moment où elle est engagée, cette guerre est devenue au contraire très utile. Jamais le monde ne pouvait vivre avec la menace d'un régime nazi et avec la folie destructrice des militaires japonais. Donc à partir du moment où la guerre est engagée, oui, au contraire, cela devient une guerre utile, nécessaire, malheureusement. Et de ce point de vue, j'ai du mal à comprendre les arcanes de la pensée du bulldog. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Vivorca. Je rappelle aussi à nos auditeurs que vous êtes l'auteur, Olivier Vivorca, donc de cette histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, un ouvrage qui fera date puisqu'il prend en compte tous les résultats de la recherche historiographique des dernières années, un ouvrage paru aux éditions Perrin. Merci beaucoup. C'est moi. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.